Le 23 octobre 1847, à 5h30 du matin, un docker londonien découvre sur les eaux sombres de la Tamise un navire marchand dérivant silencieusement vers les quais de Rotherhithe. Aucun cri, aucun mouvement sur le pont. 23 hommes d'équipage gisaient dans leurs dernières activités comme figés dans le temps par une mort instantanée et mystérieuse. Cette découverte macabre allait déclencher l'une des enquêtes les plus troublantes que Scotland Yard ait jamais menées et l'une des rares qu'elle n'ait jamais pu classer. Abonnez-vous à notre chaîne et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous raconter cette histoire que les archives officielles ont préféré oublier. En cette année 1847, Londres règne en maîtresse absolue sur les mers du monde. Victoria Ier occupe le trône depuis 10 ans et l'Empire britannique étend ses tentacules commerciaux jusqu'aux confins de l'Inde, de la Chine et de l'Australie. La Tamise, artère vitale de cette puissance maritime, charrie quotidiennement les richesses pillées aux quatre coins du globe. Épices, soieries, pierres précieuses et objets d'art arrachés aux civilisations conquises. Les docks de Londres grouillent d'une activité fébrile dès les premières lueurs de l'aube. Des centaines de navires de toute taille remontent le fleuve boueux, transportant les trésors de l'Orient vers les coffres des marchands de la City. C'est dans cette atmosphère de prospérité impériale teintée d'une brutalité coloniale assumée que notre histoire trouve ses racines les plus sombres. La Compagnie britannique des Indes orientales, cette puissante organisation privée qui gouverne de facto un sous-continent entier, maintient ses bureaux dans les imposants bâtiments de Leadenhall Street. Ses directeurs, véritables nababs modernes, accumulent des fortunes colossales grâce à un système d'exploitation méthodique des populations locales. Mais en cette année 1847, des rumeurs inquiétantes commencent à circuler dans les salons feutrés de Mayfair concernant certaines pratiques de la compagnie qui dépasseraient même les standards brutaux de l'époque. Le gouvernement de Lord John Russell navigue entre les pressions moralisatrices des réformateurs et les impératifs économiques d'un empire en expansion constante. Les débats au Parlement sur les méthodes coloniales se font plus véhéments, alimentés par les témoignages troublants de quelques officiers revenus des Indes avec leur conscience pour tout bagage. C'est dans ces contextes tendus que le navire marchand Calcutta Dawn remonte la Tamise en ces matins d'octobre, porteur d'un chargement qui va faire vaciller les fondements même de l'establishment britannique. Thomas Hartwell, docker expérimenté âgé de 42 ans, travaille sur les quais de Rotherhithe depuis plus de 20 années. Il a vu passer tous les types de navires, des élégantes frégates de la Royal Navy aux lourds bâtiments marchands chargés jusqu'à la ligne de flottaison. Mais jamais il n'avait observé un spectacle aussi troublant que celui qui s'offre à ses yeux en ces matins brumeux d'octobre. Le Calcutta Dawn dérive lentement vers les embarcadères, ce voile partiellement affalé claquant mollement dans la brise matinale. Aucune fumée ne s'échappe de la cuisine, aucun matelot n'apparaît sur le pont pour préparer l'accostage. Le silence qui enveloppe le navire contraste violemment avec l'agitation habituelle des arrivées matinales. Hartwell fait signe à ce collègue et ensemble ils lancent des cordages vers le navire fantôme. Leurs appels restent sans réponse. L'inquiétude grandit lorsqu'ils parviennent finalement à amarrer le bâtiment et à monter à bord. Le pont supérieur révèle un spectacle d'une étrangeté saisissante. Le capitaine Edmund Fairfax gît près de la barre, ses mains encore crispées sur la roue de gouvernail. Ses yeux grands ouverts fixent l'horizon dans une expression de surprise figée. Aucune trace de violence, aucune blessure visible. Il semble simplement s'être arrêté de vivre au milieu de son quart. Plus troublant encore, l'équipage entier semble avoir été frappé de la même manière inexplicable. Le second, Henry Bramwell, est effondré sur une carte marine qu'il était manifestement en train d'étudier. Sa plume d'oie pend encore entre ses doigts, une tache d'encre fraîche s'étalant sur le parchemin comme une larme noire. Dans les cordages, 3 matelots sont suspendus dans des positions impossibles, comme s'ils avaient été foudroyés en pleine manœuvre. Leurs visages ne portent aucune trace de souffrance, mais plutôt une expression de stupéfaction,
comme s'ils avaient vu quelque chose d'absolument incroyable dans leurs derniers instants. La cuisine révèle le cuisinier Joshua Mills, penché sur sa marmite, une louche à la main, le regard perdu dans le vide. La soupe bout encore doucement, indiquant que la mort a frappé très récemment. Les légumes fraîchement coupés sur la planche témoignent d'une activité interrompue brutalement. Dans les cabines inférieures, les marins de quart reposent dans leur hamac, certains tenant encore un livre ou une lettre de leur famille. Leurs visages paisibles contrastent avec l'horreur de la situation. Il n'y a ni trace de lutte, ni signe d'empoisonnement classique, ni symptômes de maladie contagieuse. Au total, 23 hommes constituent ce macabre tableau figé dans le temps. 23 vies interrompues simultanément par une cause que les premiers témoins ne parviennent pas à identifier. Thomas Hartwell, malgré SES années d'expérience sur les docks londoniens, sent SES mains trembler lorsqu'il redescend du navire pour alerter les autorités. Il ne sait pas encore qu'il vient de découvrir le premier acte d'un drame qui va ébranler les plus hautes sphères du pouvoir britannique. L'arrivée des autorités sur les docks de Rotherhithe transforme rapidement la scène en un théâtre d'investigation méthodique. L'inspecteur principal, Charles Pemberton de Scotland Yard, homme méticuleux âgé de 51 ans, prend personnellement en charge cette affaire extraordinaire. Accompagné du médecin légiste Dr William Ashwood et de 3 constables expérimentés, il monte à bord du Calcutta Dawn avec la ferme intention de percer ce mystère. Le Dr Ashwood procède immédiatement à l'examen des corps. SE's premières observations confirment l'absence totale de violence externe. Aucune plaie, aucune trace de strangulation, aucun signe d'empoisonnement évident. Les pupilles des victimes présentent une dilatation inhabituelle, mais sans les caractéristiques typiques des substances toxiques connues à l'époque. Plus étrange encore, tous les corps dégagent une légère odeur d'amande amère, si subtile qu'elle passe presque inaperçue. Cette particularité intrigue le médecin, qui note soigneusement ces détails dans son rapport préliminaire. L'inspection minutieuse du navire révèle une cargaison officiellement composée d'épices, de tissus précieux et d'objets d'artisanat indien destinés aux riches demeures londoniennes. Les documents de bord, signés par le capitaine Fairfax, indiquent un voyage de routine entre Calcutta et Londres, avec escale à Madras et au Cap de Bonne-Espérance. Cependant, l'inspecteur Pemberton remarque rapidement plusieurs anomalies troublantes. Premièrement, le manifeste de cargaison semble incomplet. Certaines caisses dans la cale ne correspondent à aucune référence sur les documents officiels. Deuxièmement, le journal de bord du capitaine Fairfax s'interrompt brutalement 3 jours avant l'arrivée à Londres, sans explication. Plus préoccupante encore, une fouille approfondie de la cabine du capitaine révèle une lettre inachevée dissimulée dans un tiroir secret de son bureau. L'écriture tremblante contraste avec l'élégance habituelle de Fairfax. « Mon très cher Edward, je crains que nous n'ayons accepté un fret qui nous dépasse. Les objets que nous transportons dans la cale numéro 3 ne sont pas eux qu'ils paraissent être. J'ai découvert aujourd'hui que certaines statues creuses contenaient... Je n'ose l'écrire, mais si quelque chose m'arrivait, sachez que la compagnie... » La lettre s'arrête là, l'encre encore fraîche témoignant d'une interruption récente et brutale. L'enquête s'oriente naturellement vers la Compagnie des Indes orientales. Les bureaux de Leadenhall Street reçoivent la visite de l'inspecteur Pemberton dès le lendemain. Mr. Reginald Harrington, directeur des opérations maritimes, se montre étonnamment coopératif, fournissant tous les documents relatifs au voyage du Calcutta Dawn. Selon les registres officiels, le navire transportait une cargaison standard d'objets d'art et d'épices commandés par plusieurs marchands londoniens réputés. Aucune mention de chargement spécial ou confidentiel n'apparaît dans les archives de la compagnie. Cependant, quand Pemberton demande à examiner la cale numéro 3 mentionnée dans la lettre inachevée du capitaine, il découvre qu'elle a été mystérieusement vidée pendant la nuit suivant la découverte du navire. Les autorités portuaires affirment avoir agi sur ordre direct de la compagnie pour préserver la qualité de la marchandise périssable. Cette rapidité d'intervention éveille immédiatement les soupçons de l'inspecteur.
Pourquoi la compagnie s'est-elle empressée de récupérer une cargaison officiellement composée d'objets d'art non périssables? Et pourquoi cette opération s'est-elle déroulée dans le plus grand secret, sans attendre la fin de l'enquête officielle? Les interrogatoires des employés portuaires qui ont participé au déchargement nocturne révèlent des témoignages troublants et contradictoires. Certains parlent d'objets d'art indiens classiques, d'autres évoquent des caisses étonnamment lourdes pour leur taille, et quelques-uns mentionnent des documents enveloppés dans des tissus huilés qui accompagnaient certaines statues. Un détail particulièrement intrigant émerge de ces témoignages. Plusieurs ouvriers ont remarqué que leur supérieur hiérarchique manipulait ces caisses avec des gants épais et évitait soigneusement tout contact direct avec certains objets. Cette précaution inhabituelle suggère une connaissance préalable d'un danger potentiel. L'enquête de Pemberton se heurte rapidement à des obstacles administratifs. Les demandes d'inspection des entrepôts de la compagnie sont poliment mais fermement rejetées, invoquant des règlements de sécurité commerciale et des accords confidentiels avec les clients. Plus inquiétant, l'inspecteur commence à recevoir des pressions subtiles mais insistantes de sa hiérarchie pour ne pas compromettre les relations diplomatiques avec la Compagnie des Indes et pour éviter de nuire à la réputation commerciale de l'Empire. Ces interventions, inhabituelles dans le cadre d'une enquête criminelle, suggèrent que l'affaire du Calcutta Down touche des intérêts bien plus puissants que ne le laissaient supposer les premières observations. Malgré les pressions administratives, l'inspecteur Pemberton persévère dans son enquête avec une détermination qui lui vaudra bientôt des ennuis considérables. Les investigations approfondies sur l'équipage du Calcutta Down révèlent des éléments troublants qui transforment progressivement un mystère médical en véritable conspiration politique. Le capitaine Edmund Fairfax, âgé de 45 ans, jouissait d'une réputation irréprochable dans les cercles maritimes londoniens. Marié à Catherine Fairfax, fille d'un marchand prospère de Bristol, père de 3 enfants, il commandait des navires de la compagnie depuis 15 années sans le moindre incident notable. SE's rapport de voyage témoignait d'une rigueur exemplaire et d'une loyauté sans faille envers SE's employeurs. Cependant, l'enquête révèle qu'au cours de ces 6 derniers mois en Inde, le comportement de Fairfax avait sensiblement évolué. Plusieurs témoignages concordants indiquent qu'il était devenu plus nerveux, plus secret, multipliant les conversations privées avec certains officiers britanniques en poste à Calcutta. Le second du navire, Henry Bramwell, présentait un profil encore plus intrigant. Ancien officier de la Royal Navy, il avait quitté le service actif 3 ans auparavant, après avoir servi en Inde orientale. Ses états de service militaire révèlent une participation à plusieurs opérations confidentielles dans la région de Bengale, dont les détails restent classifiés même pour Scotland Yard. L'examen minutieux des effets personnels de Bramwell, retrouvé dans sa cabine, révèle un carnet personnel dont certaines pages ont été soigneusement découpées. Les pages restantes contiennent des notes cryptiques faisant référence à des documents de délit, à des preuves compromettantes et à un mystérieux dossier placé. Cette dernière référence attire immédiatement l'attention de Pemberton. La bataille de Plassey, livrée en 1757, avait établi la domination britannique au Bengale grâce à la trahison du général Mir Jafar, acheté par Robert Clive. Mais pourquoi un officier de marine ferait-il référence à des événements vieux de 90 ans dans des notes personnelles récentes? L'enquête s'étend naturellement aux familles des victimes. Catherine Fairfax reçoit l'inspecteur dans sa demeure de Greenwich avec une dignité remarquable malgré sa douleur évidente. Elle confirme les changements de comportement de son époux lors de son dernier séjour à terre. Edmund était préoccupé par quelque chose qu'il refusait de partager avec moi, confie-t-elle à Pemberton. Il passait des heures dans son bureau à étudier des documents qu'il gardait sous clé. Plusieurs fois je l'ai trouvé en train de brûler des papiers dans la cheminée, même par temps chaud. Quand je lui demandais des explications, il répétait seulement « Certaines vérités sont trop dangereuses pour être connues, ma chérie.
Mrs. Fairfax révèle également que son époux avait reçu, quelques semaines avant son dernier départ, la visite d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Un gentleman d'apparence distinguée, parlant avec un accent légèrement indien, qui s'était entretenu longuement avec le capitaine dans son bureau privé. Après cette visite, Edmund était devenu encore plus sombre. Il m'a fait promettre de brûler tous ses papiers personnels si quelque chose lui arrivait, et de ne jamais faire confiance aux représentants de la Compagnie des Indes orientales. Cette révélation pousse Pemberton à enquêter plus profondément sur les connexions entre l'équipage du Calcutta Dawn et les opérations secrètes de la Compagnie en Inde. Précieuses recherches dans les archives navales révèlent que plusieurs membres de l'équipage avaient servi ensemble sur d'autres navires, effectuant des missions spéciales pour le compte d'officiels haut placés de la Compagnie. Le matelot James Crawford, par exemple, avait participé à 3 voyages consécutifs transportant CE que les manifestes désignaient pudiquement comme « effet personnel de rapatriement ». Or, CES, effet personnel, nécessitait étrangement des cales blindées et des mesures de sécurité dignes du transport d'or ou de pierres précieuses. L'enquête révèle également que plusieurs navires ayant effectué CE type de mission avaient subi des accidents mystérieux au cours des dernières années. Le Somerset Castle avait coulé au large de Gibraltar dans des circonstances inexpliquées. Le Bengal Star s'était échoué sur les côtes françaises avec une cargaison partiellement détruite par un incendie accidentel. Dans tous les cas, les équipages survivants avaient été rapidement et discrètement réaffectés à des postes terrestres ou avaient quitté le service de la compagnie avec de généreuses indemnités de départ. Ces découvertes convergent vers une conclusion troublante. Le Calcutta Dawn transportait vraisemblablement des documents ou des objets si compromettants que leur simple connaissance justifiait l'élimination de quiconque y avait eu accès. Mais quel secret pouvait être si explosif qu'il nécessitait de faire taire définitivement 23 hommes? Et surtout, par quels moyens techniques avait-on pu provoquer leur mort simultanée sans laisser de traces évidentes? L'enquête de Pemberton entre dans une phase nouvelle et dangereuse quand il décide d'identifier et d'interroger le mystérieux visiteur du capitaine Fairfax. Cette décision va déclencher une série d'événements qui transformeront l'inspecteur de Scotland Yard de chasseur en proie. La recherche du mystérieux visiteur du capitaine Fairfax mène l'inspecteur Pemberton dans les méandres obscurs de la société coloniale britannique de retour en métropole. Sa description, un gentleman distingué à l'accent légèrement indien, correspond à plusieurs dizaines d'anciens fonctionnaires de la Compagnie des Indes orientales établis à Londres après leur service colonial. Pemberton commence méthodiquement par consulter les registres du Colonial Club de Pall Mall, institution prestigieuse regroupant les anciens serviteurs de l'Empire, revenus fortune faite des colonies. L'accueil qu'il y reçoit est d'une politesse glaciale qui dissimule mal une hostilité palpable. Le secrétaire du club, Major Geoffrey Thornton, homme au visage buriné par 30 années de soleil indien, se montre étonnamment évasif concernant les membres ayant pu rendre visite au capitaine Fairfax. « Nous ne tenons pas de registre des déplacements privés de nos membres, inspecteur. Le respect de la vie privée est l'un de nos principes fondamentaux. » Cependant, une indiscrétion involontaire du barman permet à Pemberton d'identifier un suspect potentiel. Sir Percival Ramsay, ancien administrateur du district de Murshidabad au Bengale, rentré à Londres il y a 2 ans avec une fortune considérable et des manières étrangement furtives. Sir Percival réside dans une imposante demeure de Belgravia, entourée de jardins à l'indienne et gardée par des domestiques sikhs d'une loyauté apparemment absolue. Quand Pemberton se présente à sa porte, il est reçu avec une courtoisie exquise, mais une nervosité manifeste. Ramsay est un homme de 62 ans, au teint hâlé et aux yeux perçants qui trahissent une intelligence redoutable. Il admet sans difficulté avoir rendu visite au capitaine Fairfax quelques semaines avant son dernier voyage, mais prétend que leur entrevue concernait uniquement des affaires commerciales privées. Le capitaine Fairfax transportait occasionnellement certains de mes biens personnels entre l'Inde et Londres.
explique-t-il, avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Des objets d'art, des souvenirs de famille, rien d'extraordinaire. J'ignorais totalement qu'il transportait autre chose que sa cargaison habituelle. Mais l'instinct policier de Pemberton détecte quelque chose de profondément troublant dans l'attitude de Sir Percival. Ses mains tremblent légèrement quand il allume sa pipe, et son regard évite constamment celui de l'inspecteur. Plus révélateur encore, quand Pemberton mentionne la mort mystérieuse de l'équipage, une expression de terreur fugace traverse le visage de l'ancien administrateur. « Inspecteur », dit finalement Ramsay en se levant pour signifier la fin de l'entretien, « permettez-moi un conseil d'ami. L'Empire repose sur certains équilibres délicats. Parfois, il vaut mieux laisser les morts reposer en paix, plutôt que de réveiller des forces qu'on ne maîtrise pas. » Cette menace à peine voilée confirme les soupçons de Pemberton, mais elle lui révèle également qu'il s'aventure sur un terrain beaucoup plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. En quittant la demeure de Sir Percival, l'inspecteur remarque qu'il est discrètement suivi par 2 hommes en costume sombre. Cette filature se poursuit pendant plusieurs jours, alternant entre surveillance rapprochée et intimidation subtile. Ce supérieur hiérarchique commence à recevoir des recommandations officieuses suggérant que l'affaire du Calcutta Dawn pourrait compromettre des intérêts nationaux supérieurs. Si cette atmosphère d'inquiétude vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous dire en commentaire CE que vous pensez qu'il s'est vraiment passé à bord de CE navire. Simultanément, Pemberton poursuit ses recherches sur les antécédents de Sir Percival Ramsay dans les archives coloniales. CE qu'il découvre dépasse ses pires appréhensions et explique l'ampleur des pressions qu'il subit. Ramsay avait effectivement servi comme administrateur à Murshidabad, mais son passage dans cette région avait été marqué par une série d'événements troubles soigneusement occultés par la hiérarchie coloniale. Entre 1842 et 1845, plusieurs princes locaux s'étaient mystérieusement dessaisis de leurs terres ancestrales au profit de la Compagnie des Indes orientales, dans des conditions que les rapports officiels qualifiaient de négociations couronnées de succès. Cependant, des documents confidentiels partiellement accessibles à Scotland Yard révèlent une réalité bien plus sombre. Ces négociations avaient été précédées par la mort suspecte de plusieurs héritiers princiers, la découverte opportune de complots contre l'autorité britannique et la production miraculeuse de documents historiques prouvant les droits ancestraux de la compagnie sur CES territoire. Sir Percival Ramsay avait été l'architecte de CES Opérations, s'appuyant sur un réseau complexe d'informateurs locaux, de faussaires habiles et de mercenaires discrets. Les profits de CES Annexions frauduleuses s'élevaient à plusieurs millions de livres sterling, dont une partie non négligeable avait mystérieusement disparu des comptes officiels de la compagnie. Plus troublant encore, les archives révèlent que Ramsay avait constitué un dossier détaillé de SUS Opérations, incluant des preuves compromettantes sur la participation de hauts fonctionnaires londoniens à CES Entreprises criminelles. Ce dossier, désigné sous le nom de code Placé Files en référence à la célèbre bataille, était réputé contenir des informations capables de faire s'effondrer plusieurs carrières politiques et de provoquer un scandale international. La découverte de ces éléments éclaire soudain d'un jour nouveau la mort de l'équipage du Calcutta Dawn. Si CUS, fameux Placé Files, avaient été découverts par le capitaine Fairfax dans sa cargaison secrète, leur contenu explosif justifiait effectivement des mesures extrêmes pour empêcher leur divulgation. Mais comment les conspirateurs avaient-ils pu éliminer simultanément 23 hommes sans laisser de traces ? Et surtout, pourquoi avoir pris le risque de laisser dériver le navire sur la Tamise au lieu de le faire discrètement disparaître en haute mer ? L'enquête de Pemberton atteint un tournant décisif quand il reçoit, par courrier anonyme, un fragment de document qui va révéler la terrible vérité sur les méthodes employées pour faire taire définitivement les témoins gênants. Le document, rédigé sur papier à en tête de la Compagnie des Indes orientales, mais sans signature ni date, contient des instructions techniques d'une précision glaçante.
L'utilisation du composé, extrait des graines de Strychnos nux vomica, préparé selon les méthodes traditionnelles bengali et mélangé aux vapeurs d'opium dans un système de diffusion lente, permet d'obtenir une paralysie respiratoire progressive sans symptômes préalables. La mort survient dans un délai de 15 à 20 minutes après l'exposition, conservant aux victimes une apparence paisible. Le mélange se dissipe naturellement sans laisser de traces détectables par les méthodes d'analyse européennes contemporaines. Cette révélation technique explique enfin le mystère de la mort simultanée de l'équipage. Les conspirateurs avaient utilisé un poison sophistiqué d'origine indienne, diffusé dans l'air du navire par un système ingénieux qui avait frappé tous les hommes en même temps. Mais qui avait eu accès au navire pour installer ces dispositifs meurtriers? Et comment expliquer que les conspirateurs aient laissé dériver le Calcutta Dawn vers Londres au lieu de le faire disparaître discrètement? La réponse à ces questions va révéler l'aspect le plus terrifiant de cette conspiration. L'existence d'un traître au sein même de l'équipage, un homme qui avait survécu au poison pour mieux orchestrer la découverte du navire fantôme selon un plan minutieusement préparé. La découverte du document technique anonyme pousse l'inspecteur Pemberton à réexaminer méticuleusement la scène de crime initiale. Si un dispositif de diffusion de poison avait été installé à bord du Calcutta Dawn, il devait nécessairement en subsister des traces matérielles, aussi subtiles soient-elles. Accompagné du docteur Ashwood et d'un expert en ventilation navale, Pemberton retourne sur le navire amarré dans un bassin sécurisé des docks royaux. Cette fois, leur inspection se concentre sur les systèmes d'aération et de circulation d'air du bâtiment. L'examen révèle rapidement des anomalies significatives. Dans la cale numéro 3, celle-là même mentionnée dans la lettre inachevée du capitaine Fairfax, plusieurs conduits d'aération présentent des modifications récentes. Des raccords de cuivre brillants contrastent avec la patine ancienne du reste de l'installation, trahissant des travaux récents. Plus troublant encore, l'expert découvre les restes d'un dispositif ingénieux dissimulé dans le système principal de ventilation. Une série de petits réservoirs en verre reliés à un mécanisme d'horlogerie de précision. Bien que partiellement démantelés, ces dispositifs portent encore les traces d'un liquide huileux à l'odeur caractéristique d'amande amère. Cette découverte confirme l'hypothèse de l'empoisonnement par diffusion gazeuse, mais elle soulève immédiatement une question cruciale. Qui avait eu les connaissances techniques et l'accès nécessaire pour installer un système si sophistiqué? L'analyse des modifications révèle un travail d'expert, nécessitant une connaissance approfondie de la construction navale et une habileté d'horloger. De plus, l'installation avait manifestement été réalisée pendant que le navire était en mer, puisque aucun chantier naval de Calcutta ou de Londres ne porte trace de tels travaux dans ce registre. La vérité éclate soudain dans l'esprit de Pemberton avec la force d'une révélation. Le traître ne pouvait être que le second du navire, Henry Bramwell. Ancien officier de la Royal Navy, il possédait les compétences techniques nécessaires. Ses antécédents dans les opérations secrètes en Inde l'avaient mis en contact avec les réseaux de Sir Percival Ramsay. Et surtout, son carnet personnel aux pages découpées suggérait qu'il avait tenté de dissimuler des informations compromettantes. Mais si Bramwell était effectivement le traître, comment expliquer sa mort aux côtés des autres membres de l'équipage? La réponse à cette question va révéler l'aspect le plus sinistre de toute cette affaire. L'enquête approfondie sur Henry Bramwell révèle un homme rongé par les dettes de jeu et manipulé par des maîtres chanteurs sans scrupules. Ses états de service militaire cachaient une réalité plus sombre. Il avait été impliqué dans plusieurs scandales financiers en Inde et ne devait son maintien dans l'armée qu'à la protection discrète de Sir Percival Ramsay. Cette protection avait un prix. Bramwell était devenu l'agent secret de Ramsay au sein de la marine marchande, chargé de surveiller le transport des cargaisons les plus sensibles et d'éliminer discrètement toute menace pour les opérations clandestines de son protecteur. L'examen minutieux de ses faits personnels révèle des éléments accablants.
Une série de lettres codées provenant d'un correspondant mystérieux utilisant le pseudonyme Bengal Tiger. Des sommes importantes versées sur son compte bancaire londonien sans justification apparente. Et surtout, un petit flacon de verre contenant des traces du même liquide huileux retrouvé dans le système de ventilation. Mais le plus troublant reste à découvrir dans les dernières pages non découpées de son carnet personnel. L'écriture de Bramwell y trahit une angoisse croissante et des remords qui semblent l'avoir rongé pendant ce dernier jour. Je ne peux plus supporter fardeau. Fairfax a découvert la vérité sur les Placé Files. Il sait maintenant que notre cargaison contient les preuves de tous nos crimes en Inde. Il parle de tout révéler aux autorités une fois à Londres. Ramsay m'ordonne de le faire taire, mais je n'ai jamais tué de sang-froid. Et pourtant, si ces documents sont rendus publics, c'est toute l'organisation qui s'effondrera. Combien d'hommes innocents ont déjà payé de leur vie pour protéger nos secrets? L'entrée suivante, datée de 3 jours avant l'arrivée à Londres, révèle la décision tragique qui scellera le sort de tout l'équipage. J'ai accepté d'installer le dispositif de Ramsay. Le poison bengali agira sur tout l'équipage simultanément, y compris sur moi-même. C'est peut-être mieux ainsi. Au moins, je ne vivrai pas avec le poids de tous ces meurtres sur la conscience. Ramsay m'a promis que ma sœur Emily recevrait une pension suffisante pour élever ses enfants. C'est un faible prix pour tant de vies humaines, mais je n'ai plus le choix. Cette révélation explique enfin pourquoi Bramwell avait accepté de mourir avec ses compagnons. Pris entre sa loyauté envers ses complices et sa conscience qui se rebellait, il avait choisi un sacrifice expiatoire qui éliminerait tous les témoins tout en préservant sa famille des conséquences de ses actes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'analyse technique du dispositif révèle une sophistication qui dépasse largement les compétences d'un simple officier de marine, même expérimenté. Les mécanismes d'horlogerie présentent une précision digne des meilleurs artisans suisses, tandis que la composition chimique du poison témoigne d'une connaissance approfondie de la pharmacologie orientale. Cette complexité technique suggère l'existence d'un réseau organisé bien plus vaste que ne le laissaient supposer les premières investigations. Sir Percival Ramsay n'était manifestement pas un conspirateur isolé, mais le chef d'une organisation criminelle disposant de ressources considérables et de contacts dans les milieux les plus divers. L'enquête de Pemberton s'oriente alors vers l'identification de ces complices. Les archives bancaires de Ramsay, obtenues non sans difficulté grâce à l'intervention personnelle du commissaire principal de Scotland Yard, révèlent un réseau financier complexe reliant Londres, Calcutta, Bombay et même certaines banques suisses. Les mouvements de fonds correspondent exactement aux dates des négociations territoriales menées par Ramsay en Inde. Mais plus inquiétant encore, certains virements récents sont destinés à des personnalités londoniennes insoupçonnables. Un membre du Parlement, un juge de la Haute Cour, 2 directeurs de la Banque d'Angleterre et même un proche conseiller de la reine Victoria. Ces découvertes transforment l'affaire du Calcutta Dawn en un scandale potentiel capable d'ébranler les fondements même de l'establishment britannique. Les Placé Files ne contenaient pas seulement des preuves de crimes coloniaux, mais également des informations compromettantes sur la corruption systémique qui gangrenait les plus hautes sphères du pouvoir. La reconstitution des événements devient alors parfaitement claire. Le capitaine Fairfax avait découvert par hasard le contenu réel de sa cargaison secrète en fouillant dans les statues creuses de la cale numéro 3. Sa conscience d'honnête marin l'avait poussé à vouloir révéler ces documents aux autorités compétentes, ignorant que ces mêmes autorités étaient largement compromises dans le scandale. Bramwell, informé des intentions de son capitaine par contact londonien, avait reçu l'ordre d'éliminer tous les témoins potentiels. Le poison bengali offrait une solution parfaite. Une mort apparemment naturelle qui ne laisserait aucune trace incriminante et permettrait de récupérer discrètement les documents compromettants. Cependant, l'orgueil de Ramsay et de ses complices les poussa à commettre une erreur fatale.
Plutôt que de faire disparaître le navire en haute mer, ils décidèrent de le laisser dériver vers Londres pour créer un mystère insoluble qui détournerait l'attention des autorités de leurs véritables activités. Cette mise en scène sophistiquée visait à transformer un assassinat multiple en énigme maritime, comptant sur l'incompétence supposée de Scotland Yard pour éviter toute investigation approfondie. Il n'avait pas prévu la ténacité de l'inspecteur Pemberton, ni sa capacité à reconstituer méthodiquement la vérité malgré les obstacles administratifs et les menaces voilées. Mais cette victoire de l'enquête policière va rapidement se transformer en piège mortel pour l'inspecteur lui-même. L'identification des complices de Sir Percival Ramsay place l'inspecteur Pemberton dans une position périlleuse qu'il ne mesure pas immédiatement. En découvrant les ramifications politiques et financières de l'affaire, il a franchi une ligne rouge invisible mais absolue, celle qui sépare les enquêtes acceptables des investigations trop dangereuses pour l'ordre établi. Les premiers signaux d'alarme se manifestent de manière subtile mais inquiétante. Le commissaire principal Harrison, supérieur direct de Pemberton, convoque l'inspecteur dans son bureau avec une gravité inhabituelle. L'entretien, officiellement consacré à l'évolution de l'enquête, révèle rapidement sa véritable nature. Pemberton, commence Harrison en évitant soigneusement le regard de son subordonné, « J'ai reçu certaines observations concernant l'orientation de votre investigation. Il semblerait que vous vous écartiez du cadre strictement maritime de cette affaire pour vous aventurer dans des domaines qui ne relèvent pas de notre compétence. » L'inspecteur, fort de découvertes récentes, tente d'expliquer les connexions qu'il a établies entre la mort de l'équipage et les activités criminelles de Ramsay en Inde. Mais Harrison l'interrompt d'un geste ferme qui trahit son embarras profond. « Ces allégations sont très graves, Pemberton, trop graves pour être traitées à notre niveau. J'ai reçu instruction de transmettre votre dossier aux autorités compétentes du Colonial Office. Votre enquête sur l'aspect maritime de l'affaire peut continuer, mais vous devez immédiatement cesser toute investigation concernant les personnalités politiques ou les opérations coloniales. » Cette mise en garde, formulée dans le langage feutré de l'administration britannique, équivaut en réalité à un ordre de silence. Pemberton comprend qu'il a touché des intérêts si puissants que même Scotland Yard ne peut les affronter directement. Cependant, sa conscience professionnelle et son sens de la justice l'empêchent d'abandonner une enquête si proche de son dénouement. Il décide de poursuivre discrètement ses investigations tout en faisant officiellement mine de se conformer aux directives reçues. Cette décision courageuse mais imprudente va déclencher une escalade dangereuse dont il ne mesure pas encore les conséquences potentielles. Les jours suivants, Pemberton remarque des changements subtils mais inquiétants dans son environnement professionnel et personnel. Ses collègues, habituellement conviviaux, adoptent une attitude distante. Ses demandes d'accès aux archives sont systématiquement retardées par des problèmes administratifs inexplicables. Ses rapports d'enquête semblent disparaître mystérieusement de son bureau pour réapparaître avec des annotations marginales non autorisées. Plus préoccupante encore, sa correspondance privée présente des signes évidents de manipulation. Des lettres arrivent avec des cachets de cire brisés puis maladroitement refermés. Son courrier semble parfois parvenir à destination avec plusieurs jours de retard inexpliqués. Ces indices convergent vers une conclusion alarmante. Pemberton fait l'objet d'une surveillance étroite et systématique, orchestrée par des services disposant de moyens considérables et d'une autorité suffisante pour infiltrer Scotland Yard lui-même. La situation prend un tour dramatique quand l'inspecteur découvre que son domicile londonien a été discrètement fouillé pendant son absence. Les intrus manifestement professionnels ont agi avec une discrétion remarquable, ne déplaçant que des objets insignifiants, mais laissant suffisamment de traces pour que leur intrusion soit détectable par un œil exercé. Cette violation de son intimité personnelle confirme que les conspirateurs sont prêts à franchir tous les seuils pour protéger leurs secrets. Pemberton réalise qu'il ne peut plus compter sur la protection institutionnelle de Scotland Yard et qu'il doit désormais agir seul s'il veut mener son enquête à son terme. Sa décision de continuer malgré les risques va le conduire à la découverte la plus terrifiante de toute cette affaire.
l'existence d'un protocole d'élimination systématique appliqué à tous ceux qui s'approchent trop près de la vérité. L'isolement progressif de Pemberton s'accompagne de développements encore plus sinistres qui transforment son enquête en course contre la montre. Les témoins clés de l'affaire du Calcutta Dawn commencent à disparaître ou à mourir dans des circonstances troublantes qui ne peuvent relever de la coïncidence. Thomas Hartwell, le docker qui avait découvert le navire fantôme, est retrouvé noyé dans la Tamise 3 semaines après sa déposition initiale. Les circonstances de sa mort, officiellement classées comme accident, présentent plusieurs anomalies flagrantes. Hartwell était un nageur expérimenté qui connaissait parfaitement les courants du fleuve. De plus, son corps porte des traces de contusion qui suggèrent une lutte, bien que le rapport du médecin légiste les attribue pudiquement au choc contre les piliers des ponts. Cette mort suspecte alarme profondément Pemberton, qui comprend que les conspirateurs ne reculent devant aucune violence pour protéger leurs secrets. Il tente immédiatement d'assurer la protection des autres témoins, mais découvre que SES moyens d'action sont dramatiquement limités par les obstacles administratifs qui se multiplient autour de lui. Dr. William Ashwood, le médecin légiste qui avait participé aux premiers examens du navire, démissionne brutalement de SES Fonctions en invoquant des raisons personnelles urgentes. Quand Pemberton tente de le contacter à son domicile, il découvre que la famille Ashwood a quitté Londres dans la précipitation, laissant derrière elle une maison à moitié vidée et des dettes importantes contractées mystérieusement au cours des dernières semaines. Cette fuite précipitée suggère que Dr. Ashwood a été soit menacé, soit acheté par les conspirateurs. Dans les deux cas, son témoignage sur les circonstances médicales de la mort de l'équipage devient inaccessible, privant l'enquête d'un élément crucial. Plus troublante encore, Catherine Fairfax, la veuve du capitaine, cesse brutalement de répondre aux convocations de Scotland Yard. Quand Pemberton se rend à son domicile de Greenwich, il découvre que la propriété a été vendue en urgence à un acheteur anonyme représenté par un notaire londonien réputé pour sa discrétion absolue. Les voisins rapportent que Miss Fairfax a quitté sa demeure en pleine nuit, accompagnée de SES enfants et de plusieurs mâles, sans donner d'explication ni laisser d'adresse de correspondance. Cette disparition organisée porte toutes les marques d'une exfiltration professionnelle destinée à soustraire définitivement un témoin gênant aux investigations policières. Ces disparitions successives ne relèvent manifestement pas du hasard, mais d'une stratégie méthodique d'effacement des preuves et des témoins. Pemberton réalise avec horreur qu'il assiste à la mise en œuvre d'un plan soigneusement préparé pour faire disparaître toute trace de l'affaire du Calcutta Dawn. Mais le plus effrayant reste à venir quand l'inspecteur découvre que cette stratégie d'élimination ne se limite pas aux témoins directs, mais s'étend également aux enquêteurs trop perspicaces. L'analyse des archives de Scotland Yard révèle que plusieurs inspecteurs ayant travaillé sur des affaires touchant de près ou de loin aux activités de la Compagnie des Indes orientales ont connu des destins tragiques au cours des dernières années. Certains ont été victimes d'accidents inexpliqués, d'autres ont sombré dans l'alcoolisme ou la folie. Quelques-uns ont simplement disparu sans laisser de traces. Cette découverte glaciale fait comprendre à Pemberton qu'il ne s'agit pas d'une affaire criminelle isolée, mais d'un système organisé de protection des intérêts coloniaux par l'élimination systématique de tous ceux qui menacent de révéler la vérité sur les méthodes employées pour maintenir la domination britannique. Sa propre enquête sur le Calcutta Dawn n'est qu'un épisode de plus dans cette guerre secrète menée par l'establishment contre sa propre conscience morale. Et comme tous SES prédécesseurs qui ont eu l'audace de gratter le vernis de respectabilité recouvrant les crimes de l'Empire, il risque de payer sa curiosité de sa vie. Cette prise de conscience transforme les dernières semaines de l'enquête en un jeu mortel où chaque décision peut être la dernière. Pemberton doit désormais non seulement élucider le mystère du navire fantôme, mais également survivre assez longtemps pour révéler la vérité au grand jour.
Conscient que le temps lui est compté, l'inspecteur Pemberton prend une décision désespérée qui va précipiter le dénouement tragique de toute cette affaire. Plutôt que de continuer à enquêter discrètement en espérant échapper à SES poursuivant, il choisit de forcer le destin en confrontant directement Sir Percival Ramsay avec toutes les preuves qu'il a rassemblées. Cette stratégie audacieuse repose sur un calcul risqué. En révélant publiquement l'étendue de SES découverte, il espère contraindre les conspirateurs à négocier plutôt qu'à l'éliminer, car sa mort soudaine après de telles révélations attirerait inévitablement l'attention sur l'affaire qu'il tente d'étouffer. Le 28 novembre 1847, exactement un mois après la découverte du Calcutta Dawn, Pemberton se présente au domicile de Sir Percival avec un dossier complet de SES Investigation. Sa démarche, officiellement présentée comme une consultation confidentielle sur des questions de sécurité coloniale, dissimule en réalité un chantage sophistiqué. L'accueil que lui réserve Ramsay diffère radicalement de leur première rencontre. Loin de la nervosité mal dissimulée qu'il avait montrée précédemment, l'ancien administrateur colonial fait preuve d'une sérénité inquiétante qui trahit une préparation minutieuse à cette confrontation. « Inspecteur Pemberton », déclare-t-il avec un sourire glacial, « je vous attendais. Vos investigations ont fait beaucoup de bruit dans certains cercles. Nous avons pensé qu'il était temps d'avoir une conversation franche sur l'avenir de votre carrière. » Cette formulation ambiguë révèle immédiatement que Ramsay ne se considère pas comme isolé face à l'enquêteur, mais comme le représentant d'un groupe disposant de moyens considérables. L'utilisation du pronom « nous » confirme que Pemberton affronte non pas un criminel individuel, mais une organisation structurée. La suite de l'entretien va révéler l'étendue terrifiante de cette organisation et la sophistication de SES méthode. Vous avez découvert une partie de la vérité sur les Placéphiles, continue Ramsay, en versant calmement du thé dans 2 tasses de porcelaine fine. Mais vous n'avez pas saisi l'ampleur réelle de CE que vous appelez naïvement une conspiration. CE que vous prenez pour un crime n'est en réalité qu'un aspect nécessaire de la gouvernance impériale. Cette déclaration stupéfiante transforme soudain la perspective de toute l'affaire. Ramsay ne nie pas les accusations de Pemberton, mais les recontextualise dans une logique politique qui dépasse largement le cadre d'une enquête criminelle classique. L'Empire britannique, poursuit-il avec une conviction tranquille, ne repose pas sur la bonne volonté des populations colonisées, inspecteur, il repose sur un équilibre sophistiqué de force, de ruse et de terreur. Les méthodes que vous qualifiez de criminelles ne sont que les outils nécessaires au maintien de cet équilibre. Ramsay révèle alors que les Placéphiles ne constituaient qu'un échantillon des archives secrètes de l'Empire, documentant soigneusement tous les crimes nécessaires commis pour maintenir la domination britannique. Ces archives, réparties entre plusieurs dépôts secrets à Londres, constituent une assurance mutuelle entre tous les participants au système. Chacun détient suffisamment d'informations compromettantes sur les autres pour garantir le silence de tous. Votre capitaine Fairfax, explique-t-il avec une pointe de regret dans la voix, a eu la malchance de découvrir accidentellement une partie de CES archives. Sa conscience de petit bourgeois l'a poussé à vouloir révéler la vérité, comme vous dites. Nous ne pouvions pas le laisser faire. Cette confession directe confirme toutes les hypothèses de Pemberton sur les circonstances de la mort de l'équipage. Mais elle révèle également que le système criminel qu'il a découvert fonctionne avec une logique implacable qui transcende les scrupules moraux individuels. Le poison bengali utilisé par notre pauvre Bramwell, continue Ramsay avec un détachement professionnel glaçant, est l'une de nos méthodes les plus efficaces. Il permet d'éliminer les témoins gênants tout en créant des mystères insolubles qui détournent l'attention des véritables enjeux. Combien d'enquêteurs se sont perdus dans des spéculations sur des phénomènes surnaturels plutôt que de comprendre les réalités politiques sous-jacentes? Cette révélation explique enfin pourquoi les conspirateurs avaient choisi de laisser dériver le Calcutta Dawn vers Londres au lieu de le faire discrètement disparaître.
Le mystère du navire fantôme était délibérément conçu pour fasciner l'opinion publique et les enquêteurs avec son aspect spectaculaire, détournant ainsi l'attention de la véritable nature des documents transportés. Mais la conversation prend un tour encore plus sinistre quand Ramsay aborde directement l'avenir de Pemberton. Vous vous trouvez maintenant, inspecteur, dans une position délicate. Vous en savez trop pour vivre normalement, mais vous pourriez en savoir assez pour nous être utile. Nous vous offrons le choix que nous offrons à tous ceux qui découvrent nos méthodes, rejoindre notre organisation ou disparaître discrètement. Cette proposition révèle la méthode ultime employée par les conspirateurs pour protéger leurs secrets. La corruption systématique de tous ceux qui s'approchent trop près de la vérité. Plutôt que d'éliminer systématiquement les enquêteurs compétents, ils préfèrent les intégrer dans leur système en leur offrant une part des bénéfices de leurs activités criminelles. Réfléchissez bien, Pemberton, conclut Ramsay en se levant pour signifier la fin de l'entretien. Vous avez 48 heures pour nous donner votre réponse. Passé ce délai, nous considérerons que vous avez fait votre choix. Cet ultimatum place l'inspecteur face au dilemme moral le plus atroce de sa carrière. Accepter de devenir complice des crimes qu'il a découverts pour sauver sa vie, ou maintenir son intégrité au prix d'une mort certaine. La suite des événements va révéler que ces choix apparents n'en étaient pas un, et que les conspirateurs avaient depuis longtemps décidé du sort de l'inspecteur trop perspicace. En quittant la demeure de Sir Percival Ramsay, l'inspecteur Pemberton croit disposer de 48 heures pour prendre une décision qui engagera le reste de sa vie. Il ignore que sa mort a déjà été programmée et que les conspirateurs n'ont organisé cette confrontation que pour évaluer précisément l'étendue de SES découverte avant de l'éliminer définitivement. Le soir même, seul dans son bureau personnel, Pemberton tente désespérément de rédiger un rapport complet de SES découverte qu'il espère faire parvenir discrètement à la presse londonienne. Il sait que sa seule chance de survie réside dans la publicité de l'affaire. Une fois l'information rendue publique, son assassinat deviendrait contre-productif pour les conspirateurs. Mais cette dernière tentative de révéler la vérité s'avère être exactement le piège que SES ennemi avait prévu. Pendant qu'il écrit fébrilement sous la lumière de sa lampe à huile, un parfum subtil d'amande amère commence à se répandre dans la pièce. Le dispositif d'empoisonnement, installé pendant son absence par les mêmes experts qui avaient équipé le Calcutta Dawn, diffuse lentement le poison mortel qui va le tuer dans les mêmes conditions que l'équipage du navire fantôme. Pemberton ressent les premiers symptômes, un léger vertige, une sensation de froid, mais sa concentration intense sur son rapport l'empêche d'en comprendre immédiatement la signification. Quand la réalité de sa situation lui apparaît enfin, il est déjà trop tard. Ses membres s'engourdissent, sa vision se trouble et sa respiration devient laborieuse. Use dernière force, il les consacre à griffonner quelques mots sur une feuille séparée qu'il parvient à glisser sous un tiroir de son bureau. Placer Files, Ramsay, Poison Bengali, Colonial Office complice, et CUS MOTS, découvert plusieurs mois plus tard par hasard lors d'un déménagement, constitue le seul témoignage direct qui subsiste de l'enquête la plus dangereuse jamais menée par Scotland Yard. Le 30 novembre 1847, l'inspecteur principal Charles Pemberton est retrouvé mort dans son bureau personnel, officiellement victime d'un arrêt cardiaque. Cette conclusion médicale, acceptée sans investigation approfondie par SES supérieurs hiérarchiques, met fin à l'affaire du Calcutta Dawn dans le silence et l'oubli. Les dossiers de l'enquête disparaissent mystérieusement des archives de Scotland Yard. Le navire fantôme lui-même est discrètement démantelé, SES matériaux vendus à des chantiers navals qui ignorent tout de son histoire macabre. Les témoins survivants adoptent un silence prudent, qui durera jusqu'à leur mort naturelle. Sir Percival Ramsay poursuit tranquillement sa retraite dorée dans sa demeure de Belgravia, recevant régulièrement la visite discrète d'anciens collègues de l'administration coloniale venus s'assurer que les secrets de l'Empire restent bien enterrés.
Les Placé Files et leurs terrifiantes révélations sur les méthodes de domination britannique rejoignent d'autres archives secrètes dans des coffres souterrains dont l'emplacement ne sera jamais révélé. L'organisation criminelle qui a orchestré tous ces assassinats continue SES activité sous d'autres formes, adaptant SES méthode aux évolutions de l'époque, mais conservant toujours le même objectif, protéger par tous les moyens les intérêts de l'establishment britannique contre ceux qui auraient l'audace de révéler la vérité sur les fondements sanglants de l'Empire. Des années plus tard, quand Victoria célèbre son jubilé de diamant en 1897, Londres resplendit dans toute sa gloire impériale. Les richesses pillées aux quatre coins du monde financent les plus somptueux monuments de la capitale, témoignage durable de la grandeur britannique. Mais dans les caves humides des docks de Rotherhithe, quelques vieux marins évoquent encore parfois, à voix basse et après plusieurs verres de rhum, l'histoire de ces navires fantômes découverts 50 ans plus tôt sur les eaux sombres de la Tamise. Ils racontent la mort mystérieuse de 23 hommes d'équipage, l'enquête menée par un inspecteur trop curieux et la façon dont le silence est retombé sur toute cette affaire comme un linceul. Mais leur récit, déformés par le temps et l'alcool, ressemblent davantage à des légendes maritimes qu'à des témoignages historiques. Car c'est ainsi que l'histoire officielle préfère que les vérités dérangeantes survivent, transformées en mythes, en rumeurs, en contes fantastiques que personne ne prend au sérieux. Le cas du Calcutta Down rejoint ainsi la longue liste des mystères inexpliqués qui parsèment les annales britanniques, alimentant la fascination du public pour l'inexplicable, tout en détournant son attention des réalités politiques bien trop explicables. Scotland Yard, pour sa part, ne classe jamais officiellement cette affaire. Elle demeure dans les limbes administratifs, ni résolue, ni abandonnée, fantôme bureaucratique d'une enquête qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Parfois, un jeune inspecteur ambitieux tombe sur une référence obscure à cette histoire dans de vieilles archives et tente d'en savoir davantage. Mais il découvre rapidement que certains dossiers sont inaccessibles, certains témoins introuvables et certaines vérités trop dangereuses pour être exhumées. Alors, après avoir entendu cette histoire, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tout a vraiment été révélé sur ces mystérieux navires fantômes de la Tamise? Ou pensez-vous que d'autres secrets restent encore enterrés dans les archives secrètes de l'Empire britannique? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si cette plongée dans les mystères sombres de l'histoire vous a fasciné. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, s'interrogent sur les vérités que l'histoire officielle préfère garder dans l'ombre. Car au fond, la question demeure. Dans un monde où le pouvoir et l'argent peuvent acheter le silence de Scotland Yard elle-même, combien d'autres affaires ont-elles été enterrées dans l'oubli? Combien d'inspecteurs trop curieux ont-ils payé de leur vie leur quête de vérité? Et combien de navires fantômes dérivent-ils encore sur la Tamise de notre époque, transportant des secrets que nous ne découvrirons peut-être jamais?